Bonjour très chers internautes, que l'Afrique vient à la parution, à la publication du gouvernement de Madame Judith Suminho, appelé gouvernement Suminho II en République démocratique du Congo, comme je vous l'avais annoncé il y a environ une semaine, que nous viendrons poser un petit commentaire au gouvernement que nous ne croyons pas trop le résultat. Il y a eu remaniement cette nuit, en fait tôt, autour de 2 heures, 3 heures du matin, la publication à Kinshasa du gouvernement Suminho II remanié par le président de la République. Il vous souviendra d'abord poser le principe, c'est que un remaniement ministériel ou gouvernemental intervient souvent pour répondre à un certain nombre de besoins, notamment la cohésion nationale. Lorsque on constate qu'il y a des fractions au niveau de la classe politique, des communautés composant un État, les pouvoirs publics qui a dans ses attributions la sécurité des biens et des personnes ainsi que la cohésion nationale peut proposer un gouvernement de large union nationale afin de booster la cohésion nationale, ce qui n'est pas le cas dans ce gouvernement qui vient de paraître. Deuxièmement, le besoin aussi d'efficacité, c'est-à-dire renforcer les capacités du gouvernement afin de répondre aux besoins des populations. Donc, on peut parler d'abord des besoins sociaux de base. Ce gouvernement ne m'inspire pas confiance parce que c'est avec le même gouvernement que nous avons perdu la ville de Bukavu et la capitale du Nord Kivu, non, la capitale du Nord et Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le remaniement peut aussi intervenir dans le cadre de réduire le train de vie des institutions, pour dire dans le contexte de la guerre, comme en République démocratique du Congo, dans un contexte de manque de cohésion nationale, dans un contexte de questions sociales des populations qui coûtent énormément cher, que la population ne vit pas, que vous avez les poubelles qui jonchent les rues de la plus grande capitale, l'une des plus grandes capitales de l'Union africaine, etc. Un gouvernement, les autorités, notamment un chef d'État, peut décider de réduire la taille du gouvernement afin de pouvoir éliminer certains postes ministériels jugés budgétivores. Dans le cas d'espèce, on est passé, je crois, de 58 à 53 membres du gouvernement. Ça n'a pas été du tout un gouvernement resserré. Nous avons toujours vécu des gouvernements de 12 ministres. Nous avons vécu des gouvernements de 15 ministres, 18 ministres aux États-Unis, par exemple. Les pays des grandes économies du monde qui vous comptent 20 ministres, tout au plus 25 ministres. On pouvait comprendre que Tshisekedi arrive à 30 membres du gouvernement. On pouvait dire que ça, c'est un bon début. Et donc, ce gouvernement est un gouvernement, comme je l'avais dit, un gouvernement de distraction. C'est une vaste blague, mais pour la simple raison que le président de la République démocratique du Congo, qui est coincé au nord et sud Kivu, parce que les mouvements politico-militaires soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, le M23 et AFC, contrôlent des vastes territoires, environ 80% de territoires du sud et nord Kivu. De ce point de vue, il est coincé, mais il ne voudrait pas négocier parce que là-dedans se trouvent des gens qui savent, qui détiennent les clés, les vérités, les informations et les images de comment Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. Et que donc, il voudrait jouer au jeu d'enlisement de la situation, prolongation de la situation, pour qu'il puisse revenir aux négociations à moins d'un an de la fin de son mandat, soit en 2026-2027. Il vous met, 2027, je veux dire, il vous met un gouvernement de distraction soumis à deux. Pendant les 2 ans ici, ce gouvernement va devoir travailler un petit peu jusqu'à ce que, coincé par certains événements qui pourront arriver, les rapports de force qui pourra l'emporter des acteurs en présence, il sera à ce moment-là obligé de revenir à la table de négociation dans sa tête pour négocier, finalement, ouvrir des négociations, un dialogue inclusif, mais qui va mettre en place les institutions de la transition des institutions à laquelle il sera au-dessus de la tête. Ces institutions, pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence de Joseph Kabila, mais aussi l'article 70 de la Constitution RDC dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc, jusqu'à ce que cette transition prenne fin, qu'on organise des élections, un nouveau chef de l'État va venir,
C'est à ce moment que le président Tshisekedi quittera le pouvoir. Et donc, lui, il est un petit peu dans le cadre d'imiter, en quelque sorte, le président, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui, avec autant de subterfuges, mais avec aussi une transition qui venait du dialogue des Sun City de 2002 en Afrique du Sud, Joseph Kabila, contre toute attente, a régné à la tête de ce pays sans partage, 18 ans de pouvoir. Et il faut dire qu'il a systématiquement neutralisé les opposants, notamment le premier challenger, Joseph Kabila, a envoyé Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Celui-là moisi pendant 10 ans. Et du coup, la Cour pénale se réveille un matin, dit non, non, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de crime qui peuvent justifier votre présence et le maintien prolongé à la haie. Et après, Etienne Tshisekedi était pourchassé tout le temps, résidence cloîtrée chez lui, il ne sortait pas pendant plus de 4 ans, etc. Les autres opposants étaient systématiquement en prison, les autres en exil, notamment Moïse Katumbi. Oui, le contexte de Joseph Kabila était un contexte d'un dirigeant tyran qui avait la gâchette facile. Vous vous souvenez, les 3 dernières années de Joseph Kabila, à chaque manifestation, on comptait 10, 15, 20 morts, et les sièges des partis politiques étaient brûlés, calcinés avec des gens à l'intérieur. Mais il y a eu un dialogue qui a, au-delà de tout ça, lui a accordé 2 ans de plus. Donc lui qui devait quitter le pouvoir en 2016, a quitté finalement en 2018, à la fin de ce qu'on appelle l'accord de Saint-Sylvestre. Donc Félix Tshisekedi voudrait imiter un petit peu son prédécesseur en jouant à un jeu de tirer les choses en longueur, d'enliser la situation, d'un pourrissement de son règne, pour qu'à la fin, ils disent, tiens, ben, je m'ouvre maintenant aux négociations. Un dernier élément, parce que j'ai promis cette vidéo très courte, vous voyez à quoi ont servi à quoi ont servi finalement les consultations dont il a confiées à Eberandé. Je vous ai toujours dit que c'était une distraction, c'était une... Au fait, Félix Tshisekedi copie les mêmes modèles de gestion du président Mobutu, mais aussi du président Joseph Kabila, en ce sens qu'il va consulter, il fait des gouvernements. Rappelez-vous, Mobutu faisait des gouvernements qui ne duraient qu'un mois, parfois. Il nomme un premier ministre qui n'a que 3 mois. Joseph Kabila, la même chose. Il va nommer Sami Badibanga, mais ça n'a pas tenu. 3 mois après, il va nommer Bruno Tshibala. Ça ne tient pas, et c'était l'accord de Saint-Sylvestre. Lorsque vous jouez à ces doubles jeux, les problèmes demeurent. Parce que le fait de jouer à ces subterfuges, ce n'est que les reports du conflit. Le conflit demeure. Les vrais acteurs sont Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Lubaya, Franck Diongo, il faut dire aussi Denis Mukwege, etc. Il y en a aussi qui sont localement, les Setskikuni, etc., qui sont à l'intérieur du pays. Donc, jouer à ces jeux, bon, il a reçu des gens, et puis plus rien. Ceux qui sont reconduits, c'est les mêmes visages, et il a juste fait permuter. Il a reçu Martin Fayoulou qui lui a posé une si grande condition. Il dit, je peux faire partie, faire la tabula rasa, et je peux entrer dans le gouvernement, mais à l'issue des institutions qui seront mises en place par un dialogue inclusif et sans condition de tous les acteurs en présence en République démocratique du Congo. Alors, au moment où je vous parle, vous avez lu le nouveau communiqué de Sensa qui a relevé le fait que Doha, c'est un silence. La guerre a repris au Nord Kivu, les lignes de front bougent, l'accord de Washington, on est à l'arrêt quasiment. Oui, parce que le président Tshisekedi, beaucoup de gens commencent à le découvrir, même ceux qui l'ont consulté. Il y a eu énormément de défilé de modes avec Eberand, etc. Mais finalement, qu'est-ce que vous voyez de concret par ce gouvernement? Voilà ce que j'ai voulu placer comme commentaire par rapport à ce gouvernement qui s'appelle gouvernement de distraction. Félix Tshisekedi est dans faire des entourloupes pour mettre les gens dans sa boulangerie. Et il va négocier, mais il va négocier lorsqu'il verra que son mandat est quasiment à la fin et qu'il pourra, à l'issue de ces négociations, se maintenir à la tête de l'État et que cette transition lui profite aussi. Comme ça, il fera 13 ans ou 15 ans. Sauf que, attention, la donne ne peut changer sur le terrain de front et les rapports de force s'inversent. L'Ouganda, je vous ai dit, qui est en train d'étendre sa zone d'influence du côté de Beni, Butembo et Bunia, Ituri, vers là, pourra entrer directement en scène. Le M23 pourra conquérir d'autres territoires.
la pression politique à Kinshasa montera au sein des acteurs politiques, même s'ils sont systématiquement neutralisés. Et à un moment donné, on risque de craindre une situation telle qu'on ira aux négociations, mais ce ne sera plus la mise en place des institutions de la transition, ça sera la formule de la Centrafrique où on demandera tout simplement au président de partir, comme on l'a fait avec le président Djotodia, et Madame Catherine Samba Panza était nommée présidente de la transition, et qu'on aura une personnalité qui pourra de façon consensuelle diriger la transition, et Félix Tshisekedi pourra se reposer en ce moment-là s'il n'y a pas un événement tragique qui lui arrive, parce que les complots sont à gauche, à droite, lui-même est en train de nommer des infirmiers comme ministre de la Défense, etc. Et la trahison sont à tous les niveaux, parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans la gestion efficiente de la chose publique, ils sont dans la compétition de qui peut devenir beaucoup plus riche. On parle même de son jeune frère qui aurait été arrêté avec un jet privé, avec environ 2 millions de dollars à Dubaï. Et donc, j'ai une information, moi je n'entre pas dans les spéculations, mais voilà, c'est un peu de scandale en scandale. Madame, messieurs, je vous ai dit que ce serait une courte vidéo d'environ 12 minutes. Rendez-vous au prochain numéro.